Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci pour votre présence ce soir. C'est toujours un plaisir et un vrai bonheur de vous retrouver. Donc oui, oui, 5 sur 5, parfait. Oui, c'est parfait. Donc bienvenue à tous, vous êtes toujours nombreux. Vous êtes plus que, je peux vous dire que vous êtes plus que 500 médecins de plus de 10 pays dans le monde. Et cette session sera effectivement consacrée à la voie interne. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la méthodologie de réponse pour les QCM. Ça, c'est très important. Vous savez très bien il y avait une réforme cette année. C'est la première année, donc il n'y a pas vraiment de grandes informations pour la voie interne. On va voir les critères de notation des jurys. On va s'entraîner ensemble aussi sur pas mal de QCM ce soir. Donc, prenez des notes, ça c'est le plus important. On va essayer d'être un petit peu interactif, bien que vérifiez surtout que vos micros ils sont désactivés malheureusement pour éviter les parasites. Comme ça, on avance très bien sur la séance et les QCM. Juste dans le chat, si jamais je vous ouvre la parole pour les propositions, pour les réponses, donc essayez vraiment de simuler les conditions de l'examen. Je sais très bien que vous êtes en pleine révision, surtout ceux qui vont passer la voie interne et la voie externe aussi. Donc, juste, on va commencer par quelques points importants. Donc, vous savez très bien, comme je vous ai dit, qu'il y a 1300 postes pour la voie interne et c'est une grande opportunité pour cette année, surtout ceux qui ont eu l'avantage de s'inscrire sur la voie interne. Il y avait des critères pour la voie interne, vous le savez tous. Donc, félicitations à ceux qui vont passer la voie interne. Ceux qui vont passer la voie externe, si vous êtes là avec nous ce soir, restez avec nous parce que au niveau de la réponse sur les QCM, je vais vous faire quelques rappels sur les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Donc, ça va être très important pour vous aussi, bien qu'on va s'entraîner vraiment sur les QCM, mais restez avec nous, ça sera vraiment très bénéfique pour vous aussi. Donc, le format QCM, une seule épreuve, ça sera plus large sur les items, donc il faut tout réviser. Et ça, c'est mon premier conseil pour vous ce soir. Donc, il faut presque tout réviser. Pour la voie externe, vous pouvez zapper quelques cours et vous permettre de zapper quelques cours parce que au niveau des cas cliniques, il y aura certainement entre 4 et 5 cliniques, 5 cas cliniques pardon, pour chaque épreuve. Mais pour les QCM, ça va être très large. Donc, ils vont essayer de balayer les cours. Donc, il faut réviser tous les cours et il faut encore plus rentrer dans le détail. Donc, il faut rentrer dans les détails du cours. C'est pas vraiment les cas cliniques, donc ça va être des QCM. Et le plus important, c'est que les annales constituent un excellent moyen d'entraînement au QCM. Parce qu'on a reçu pas mal de questions sur les annales. Bien que vous passez la voie interne, il ne faut pas laisser tomber les annales. C'est vraiment le contraire, c'est absolument le contraire. Il faut bien travailler les annales. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau de la méthodologie, ça va rester, vous allez le découvrir ce soir au niveau des QCM, ça va rester vraiment le même principe. Ils vont garder le même principe, les mêmes items, les mêmes cours, mais en format QCM. Donc la seule différence, c'est qu'ils vont rentrer encore plus dans le détail dans les propositions. Et notez-le, votre objectif le jour de l'examen, c'est de ne pas prendre beaucoup de risques sur les QCM et sur les propositions de QCM. Certainement, vous allez avoir 5 propositions pour chaque QCM. Donc le plus important, c'est d'être sûr vraiment à 100% des 5 propositions. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Donc, par exemple, si je vous dis que vous allez avoir 30 QCM, donc il faut être vraiment sûr de plus de 80% des QCM le jour de l'examen. Parce que si jamais vous êtes sûr de 4 propositions et que vous n'êtes pas sûr de la cinquième proposition, donc forcément vous allez prendre le risque sur cette cinquième proposition. Vous allez décider si vous allez la mettre le jour de l'examen ou pas. Et si c'est faux, malheureusement, vous allez avoir 0 le jour de l'examen. Et si c'est vrai et que vous n'allez pas prendre le risque, dans ce cas-là, vous allez perdre des points. Donc c'est ça le principe
pour ceux qui vont passer la voie interne, l'objectif vraiment c'est d'être sûr et de ne pas prendre beaucoup de risques pardon, le jour de l'examen. Et pour aboutir à cet objectif, pour vraiment avoir la finalité de cet objectif, comme je vous ai dit, il ne faut pas zapper les cours, il faut presque réviser tout et il faut rentrer dans le détail. Et pour faire ça, les annales constituent un excellent moyen d'entraînement. Parce que si jamais vous êtes très performant sur les annales qui sont des questions rédactionnelles, dans ce cas-là, devant les QCM, ça va être très facile pour vous. Déjà, il y a des questions tout même. Je parle de toutes les spécialités. C'est vrai que ce soir, on va se focaliser sur la médecine générale, ça c'est sûr. Mais au niveau des points importants, j'ai vraiment pris le temps et on a voulu commencer par ces points importants. Ces points importants, ils sont vraiment applicables pour toutes les spécialités, peu importe votre spécialité. Donc, la seule différence, c'est que le nombre de postes, ils sont moins nombreux pour quelques spécialités. Mais au niveau du principe, toujours, le principe, c'est de ne pas prendre beaucoup de risques le jour de l'examen. Alors, donc, on va avancer un petit peu au niveau des types du QCM. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce qu'on va dire parce que c'est très important. Donc, le jour de l'examen, vous allez avoir 3 types de QCM pratiquement. Donc, le premier type, ce sont des petits cas cliniques pratiques avec une suite de questions sous forme de QCM. Donc, soit QCM à choix unique ou bien à choix multiple. Et le PMZ, et vous allez voir ça tout au long de la séance, il sera favorisé dans ce type. Donc le jour de l'examen, vous allez faire face à 3 types de QCM. Soit le premier type, ce sont des petits cas cliniques. Donc ils vont garder l'esprit de cas cliniques pratiques, mais avec une suite de questions sous forme du QCM. Par exemple, vous pouvez avoir 5 QCM et ça sera sur le même cas clinique avec une évolution du QCM1 vers le QCM2, etc., etc. Donc, ce type de petits cas cliniques, soit une suite de plusieurs QCM, par exemple 3 QCM ou 5 QCM maximum, soit un seul QCM qui va porter sur un cas clinique pratique, une petite observation de cas clinique pratique. Et au lieu d'avoir une question rédactionnelle, vous allez avoir des questions sous forme de propositions, puisqu'il s'agit bien d'un QCM. Et pourquoi je vous dis que le PMZ il sera favorisé dans ce type? On va découvrir juste après la notation des jurys, parce qu'ils vont favoriser quelques propositions comme PMZ. C'est-à-dire que si vous mettez cette proposition, vous allez avoir une note supplémentaire au niveau de la totalité de la réponse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier type, ça sera des petits cas cliniques. Ensuite, vous allez avoir des cas cliniques ou bien des crocs, mais sous forme d'une seule question. Donc, le premier type, ça sera une suite de plusieurs questions. Donc, plusieurs QCM qui seront liés entre eux au niveau d'un seul cas clinique, mais avec une évolution au fur et à mesure. Le deuxième type, ça sera un seul cas clinique ou un petit croc, une petite phrase, mais qui va résumer quand même une petite observation. Et à la fin, vous allez avoir un seul QCM qui résume un petit cas clinique. Et le troisième type, ça sera carrément des QCM rapides, comme les QCM pour certains qui ont passé par exemple le concours de spécialité ou des ECN en France, ou le concours de spécialité ou de résidanat dans quelques pays. Donc ça sera vraiment des QCM typiques, sans observation clinique, théorique. Et pourquoi on a mis ça entre guillemets ou entre parenthèses? Parce que ça sera théorique, mais avec des questions plutôt d'ordre pratique. Et vous le savez tous, même les épreuves théoriques lors des dernières sessions ou pour ceux qui vont passer la voie externe, ce sont jamais des épreuves théoriques. Vous allez avoir toujours des questions sous forme de questions théoriques entre parenthèses, mais toujours avec des questions plutôt d'ordre pratique, parce que l'esprit des jurys, c'est vraiment de s'assurer que vous serez capable de prendre en charge des patients dans les hôpitaux français. Donc ils vont s'assurer que votre formation elle est de très bonne qualité et que vous avez les réflexes
vous passez pas à côté des urgences, etc., etc. Donc ça sert à rien d'évaluer vos connaissances entre guillemets théoriques, mais le plus important c'est d'évaluer vos connaissances pratiques et d'ordre pratique. Donc ce qui va être favorisé le jour de l'examen, c'est surtout le deuxième et le premier type, avec quelques questions probablement du troisième type, mais vous allez avoir beaucoup de questions sous forme de petits cas cliniques. La deuxième chose et la deuxième remarque très importante, ça sera vraiment des vrais QCM. Ce ne sont pas les QCM des ECN. Certainement, peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez jeté un coup d'œil sur les questions des ECN. Ce ne sont pas vraiment les QCM sur lesquels vous allez avoir des questions le jour de l'examen. Ça sera vraiment des QCM avec un niveau un petit peu avancé, parce que vous êtes des médecins seniors, vous êtes des médecins thésés, vous prenez en charge des patients en France. Il y en a d'entre vous qui travaillent déjà en France, il y en a qui ont déjà travaillé en France pendant 2 ans. Donc, ça sera des vrais QCM avec un niveau un petit peu avancé. On va découvrir ce soir plusieurs exemples de QCM avec ce niveau avancé, bien sûr avec des différents niveaux de difficulté sur les QCM. Donc, ils vont classer les niveaux de difficulté. Vous allez avoir des QCM très faciles, entre guillemets faciles, mais ça ne sera pas vraiment les QCM des ECN, et des QCM un petit peu avancés avec un niveau de difficulté élevé pour vraiment faire le tri entre les candidats. Et surtout, il y aura beaucoup de questions sur les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France en 2025. Donc, ils vont favoriser les items sur lesquels il y avait des changements au niveau des dernières recommandations, surtout d'ordre pratique, sur la pratique en France en 2025. Donc vous allez avoir vraiment, et on va découvrir ça ce soir, beaucoup de questions là-dessus. Donc, pour résumer, vous allez avoir 3 types de QCM, surtout le deuxième et le premier type. Ça sera des QCM un petit peu avec un niveau avancé pour des médecins seniors, et beaucoup de questions sur les dernières recommandations. Alors, on a reçu aussi pas mal de questions au niveau du nombre de QCM. Alors oui, le PMZ, c'est le PAMI 0, c'est le fameux PAMI 0 pour la voie externe, par exemple. C'est vraiment une méthode de notation pour les jurys. Si jamais vous ne mettez pas ce PMZ au niveau de la réponse, vous allez avoir 0. Donc, si vous ne mettez pas ça, vous allez avoir 0. Pour les QCM, on va découvrir comment ils vont mettre ça dans les propositions juste après. Donc, vous allez avoir minimum plus de 30 QCM selon le type de QCM. Pourquoi je vous dis selon le type de QCM? Parce que si jamais vous allez avoir beaucoup de QCM sous forme de cas cliniques, certainement vous allez avoir moins de QCM, parce que les cas cliniques ils sont un petit peu longs au niveau de la réflexion, de la réponse, ça demande un petit peu plus de temps, donc ils vont vous donner un peu moins de QCM, mais le plus important c'est que vous allez avoir une moyenne de 3 minutes. Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut déjà s'entraîner pour une moyenne de 3 minutes par QCM sur les 2 heures. Donc la contrainte du temps, ça sera très important le jour de l'examen. Donc comme le cas de chaque année d'ailleurs sur l'épreuve pratique pour ceux qui ont déjà passé les EBC, que ce soit en médecine générale ou les autres spécialités, c'est toujours la contrainte du temps au niveau de l'épreuve de l'après-midi. Ceux qui vont passer la voie interne, ils vont passer une seule épreuve cette année, donc ils vont garder cette même contrainte du temps. Donc certainement, il faut vraiment faire face à cette contrainte du temps. Donc il faut avoir des automatismes, il faut avoir des réflexes, et tout ça, ça vient uniquement avec les entraînements sur des vrais QCM. Donc pour vraiment avoir des automatismes, il faut, comme je vous ai dit, réviser, beaucoup travailler les cas cliniques et les anciennes sessions, les anciennes annales, et il faut avoir des automatismes. Donc, si jamais vous travaillez les annales, toujours il faut garder l'esprit de QCM. Donc, au lieu d'avoir une question sous forme rédactionnelle, vous allez avoir certainement un QCM, et donc il faut avoir un automatisme. Vous n'allez pas avoir vraiment le temps le jour de l'examen de réfléchir sur les QCM.
Donc il faut vraiment aller rapidement sur les QCM et pour aboutir à ça, ça vient uniquement avec la répétition. Donc il faut beaucoup travailler, répéter les QCM, répéter les cas cliniques et s'entraîner sur des vrais QCM et c'est ce qu'on va voir ce soir. 90% aussi, une petite remarque, vous allez avoir une grille à cocher. Donc normalement, ils vont vous donner une grille à cocher pour une correction automatique. Par la suite, pour que ça soit vraiment automatique par un automate par la suite. Donc un petit conseil, puisque c'est la première année qu'ils vont organiser ce genre d'épreuve. Donc si jamais vous allez avoir une grille à cocher, pour ceux qui ont passé les ECN encore une fois ou qui ont passé le concours de spécialité dans certains pays, vous savez très bien de quoi je parle. C'est une grille à cocher et ça sera par la suite automatique pour votre correction. Donc ça ne sera pas vraiment un correcteur humain, ça sera un automate qui va vous corriger. Ils vont vraiment l'entraîner pour la correction et pour vous noter. Donc je vous conseille de commencer à répondre directement sur la grille puisque vous n'avez pas beaucoup de temps le jour de l'examen. Donc, surtout si vous remarquez dès la première seconde que vous avez beaucoup de QCM, dans ce cas-là, il ne faut pas vraiment répondre sur votre brillant et ensuite transmettre et cocher par la suite à la fin la grille. Donc, je vous conseille de commencer directement. Et de toutes les façons, sur la grille, vous allez avoir la possibilité de changer votre réponse ou bien vous prenez pas de risque. Si vous avez des doutes, vous laissez la case non cochée et vous revenez par la suite. Mais commencez directement par la grille parce que vous risquez de remettre, et on avait pas mal de cas comme ça au niveau des ECN. Il y avait pas mal de médecins ou d'étudiants qui ont très bien répondu à des QCM, mais à la fin, ils ont remis une grille non cochée. Malheureusement, ils n'ont pas pris la note parce que, comme je vous ai dit, ça sera un automate qui va vous corriger. Donc, pour ne pas tomber dans ce risque, je vous conseille de commencer dès le départ, de commencer par cocher la grille directement. Alors, la correction et le barème. On a reçu vraiment pas mal de questions sur ça. Comment ça va être corrigé? Est-ce que ça sera la loi de Tutorien ou pas, etc. Alors, retenez que ça sera jamais la loi de Tutorien. Donc, ils vont pas vous corriger selon la loi de Tutorien, ça c'est sûr. Mais faites attention, ils vont vous corriger selon, comme je vous ai dit, le principe de PMZ. On va découvrir tout ça au niveau de la correction de chaque QCM. On va voir pas mal d'exemples ce soir. Donc, comme je vous ai dit, les PMZ ils seront intégrés dans les propositions de quelques QCM. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont marquer des QCM comme primordiaux ou favorisés. Donc, comme je vous ai dit, sur certaines propositions, pour eux, comme je vous ai dit, le principe, l'idée, c'est de s'assurer que vous êtes un bon médecin. C'est quoi la définition d'un bon médecin? C'est un médecin qui est bien formé parce qu'ils n'ont pas d'idée sur votre lieu de formation, sur votre faculté de médecine d'origine, sur vos réflexes, sur votre prise en charge. Donc l'idée, c'est vraiment, bien que je sais très bien que vous avez déjà pratiqué la médecine en France, que vous pratiquez, que vous êtes parfois un médecin senior, que vous prenez en charge, que vous êtes un médecin chef aussi dans pas mal de services, mais leur idée, c'est toujours de s'assurer que vous êtes bien formé, que vous n'allez pas passer à côté des urgences et que vous avez les notions de médecine très importantes si vous prenez en charge des patients. Donc ils vont essayer d'entraîner l'automate, ils vont mettre les PMZ, en gros c'est le même esprit comme je vous ai dit de la voie externe, ils vont vraiment mettre des propositions comme primordiales ou bien même des QCM sur la totalité par exemple. Ils vont choisir quelques QCM. Pour eux, c'est vraiment un QCM très important. Pour eux, un médecin, il ne doit pas passer à côté de cette notion-là, de cette information. Donc, ils vont marquer quelques QCM comme primordiaux et à la fin, ils vont vous rajouter quelques points en plus si vous avez bien répondu à ces QCM, si vous avez bien eu la note complète sur ces QCM. Et si vous répondez mal à des QCM sélectionnés, vous allez avoir des points en moins et ça va vraiment faire le tri entre les candidats. Et faites attention, comme ça, vous pouvez perdre quelques points. Donc, toujours, l'esprit, c'est d'être sûr des propositions
comme je vous ai dit, il faut vraiment être sûr de 80%, de plus de 70%, on va dire, du nombre de QCM le jour de l'examen. Et ensuite, sur les 30% qui restent, vous avez la possibilité d'avoir des doutes pour soit prendre des risques sur quelques propositions pour avoir la note complète, soit ne pas prendre le risque et accepter de prendre la moitié de la note ou plus que la moitié de la note. Donc, ce qu'il faut faire, il faut tout réviser. En gros, c'est ça ce qu'il faut faire malheureusement. Il faut tout réviser. Il faut travailler beaucoup les annales en gardant à l'esprit les notions d'aujourd'hui sur les QCM et s'entraîner surtout sur les QCM. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs le long de ce programme pour la voie interne. Alors, notre enchaînement pédagogique, pour vous résumer comment on va procéder le long de cette séance et le long de notre programme pour la voie interne. Donc, nos sessions, ils vont suivre une logique et un enchaînement pédagogique bien précis. Et d'ailleurs, j'ai un DU en pédagogie, on applique tout ce qu'on a appris lors de nos formations pour les EVC, pour la préparation des EVC, et même nos formateurs dans les autres spécialités, ils ont aussi des DU, ils sont bien sélectionnés, ils sont des majors de promotion, ils ont pas mal d'expérience sur le terrain, et on applique tout ça dans nos préparations, et on va appliquer ça aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut travailler avec nous ce soir, profiter, il faut tout écrire. Sur les QCM, peut-être aussi prendre beaucoup de notes. Et dans chaque QCM ce soir, on va avancer selon cette logique pédagogique. Comment on va procéder? Donc, premièrement, on va voir le thème et le cours bien choisi selon les dernières recommandations. Donc, chaque QCM, il va résumer un thème et un cours bien choisi. Et je vous ai bien choisi les dernières recommandations. C'est pour ça que je vous ai dit, même ceux qui vont passer la voie externe, c'est très important et c'est très bénéfique pour vous de rester avec nous parce que vous allez réviser en même temps les dernières recommandations. Ensuite, on va voir l'objectif pédagogique du QCM. Donc, chaque QCM, il a un objectif pédagogique. Il faut savoir aussi que même les jurys, ils ont cet enchaînement pédagogique. Donc, lorsqu'ils vont vous proposer un QCM, dans leur tête, ça résume toujours un thème, un cours bien choisi. Ça va avoir un objectif pédagogique pour eux. Et ensuite, vous allez bien sûr avoir l'énoncé clinique et les propositions. Ensuite, on va voir les réponses correctes et le barème. Et ensuite, on va voir une explication détaillée de la réponse correcte avec les pièges à éviter. Je vais vous mettre aussi à chaque fois les références officielles de la Haute Autorité de Santé, comme ça vous pouvez les voir par la suite et vous pouvez les consulter pour ceux qui veulent encore voir les dernières recommandations. Et je vais vous mettre aussi pour chaque QCM le niveau attendu du jury et c'est quoi l'esprit des jurys pour ces QCM. Donc si vous êtes prêts, on commence. Dites-moi dans le chat pour s'assurer que vous êtes toujours avec nous. Donc vous me dites oui si vous êtes prêts pour commencer avec le premier QCM. Je suis là, 5 sur 5, parfait. Alors, on commence. Donc, QCM numéro 1, donc, ça va résumer le thème de cardiologie et métabolisme. Donc, je vous ai sélectionné normalement 2 QCM sur ce thème-là. Donc, le cours, c'est l'hypertension artérielle essentielle selon les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France en 2025. Donc, notre objectif pédagogique sur ce QCM, c'est de savoir déjà reconnaître une hypertension artérielle confirmée, d'évaluer le risque cardiovasculaire global. Ensuite, c'est d'initier une prise en charge conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé en France en 2025. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête du correcteur et des jurys qui ont proposé le QCM. Pour eux, leur objectif, c'est que vous savez très bien reconnaître une hypertension artérielle confirmée, vous savez très bien évaluer le risque cardiovasculaire et vous pouvez aussi prendre en charge une hypertension artérielle selon les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Donc, l'énoncé du QCM, donc vous remarquez très bien, c'est le type 2, pardon. On va voir si le QCM2 il est lié à ce QCM1 ou pas pour savoir si c'est le type 1 ou 2, mais ça sera soit le type 1, soit le type 2. Donc, il y a une petite observation clinique. Vous remarquez très bien qu'il y a une petite observation avec quelques données.
Et ensuite, vous avez une question avec 5 propositions. Donc, Monsieur R, vous pouvez prendre des notes si vous voulez. 58 ans, consulte pour une tension artérielle élevée, mesurée à plusieurs reprises à domicile. Ces chiffres sont 154,96 mm de mercure avec une moyenne de 6 mesures sur 3 jours. Pas d'antécédent cardiovasculaire connu. L'IMC, il est de 28 avec un tabagisme arrêté depuis 2 ans et une glycémie normale. Donc la question, quel élément de prise en charge initiale recommandez-vous? Et vous avez les propositions, donc A, mettre en place des mesures hygiéno-diététiques dès maintenant, B, prescrire un traitement antihypertenseur médicamenteux immédiat, C, évaluer le risque cardiovasculaire global score 2, D, organiser une automesure tensionnelle pour le suivi, et E, la dernière, rechercher systématiquement une cause secondaire avant tout traitement. Alors, je vous laisse un petit peu le temps de réflexion, donc je vous laisse le QCM pour vraiment, pour que ça soit vraiment très bénéfique pour vous. Essayez de faire et de travailler le QCM avec nous et de proposer dans le chat quelques propositions. Et c'est comme ça qu'on va apprendre et c'est comme ça que vous allez vous retenir le jour de l'examen. Vous allez vraiment, ça va être vraiment très bénéfique et ça va vous servir le jour de l'examen. Retenez que ce genre d'entraînement, il est très important, surtout si vous écrivez maintenant avec nous dans le chat, vous allez vous en souvenir le jour de l'examen et peut-être que vous allez gagner des points. Donc je vois beaucoup d'ACD, de CD, ACDE, ACD. Alors, pourriez-vous nous faire une autre séance pour la voie externe, médecine générale? Oui, c'est programmé pour ceux qui sont avec nous pour la préparation complète. C'est tout à fait programmé, ne vous inquiétez pas. On a toute une mise à jour pour la voie interne et pour la voie externe. Donc, on a commencé par le programme, par la première séance pour la voie interne, mais ne vous inquiétez pas. Il faut juste contacter l'équipe de Phouri Academy pour accéder à la mise à jour et comme ça vous aurez accès et ça va être la même chose pour la voie externe. Mais restez avec nous, ça va être comme je vous ai dit bénéfique. Donc je vois beaucoup de réponses, bravo à tous ceux qui ont répondu. Donc déjà, avant tout, je vous conseille vraiment ce soir l'idée. Parce que sûrement, vous allez, pour ceux qui sont avec nous pour le programme et pour ceux qui vont s'inscrire sur le programme, vous allez avoir une grande banque de QCM, ça c'est sûr. Mais je veux vraiment ce soir que vous aurez le principe de réponse, que vous avez des réflexes le jour de l'examen qui seront vraiment très bénéfiques pour vous pour avoir le maximum de notes. Donc c'est ça le plus important, c'est vraiment d'avoir l'esprit de réponse et de vous apprendre comment raisonner devant un QCM. Donc avant tout, moi je vous conseille de souligner les mots-clés. Comme d'ailleurs le cas pour, et je le dis toujours, pour ceux qui vont passer la voie externe, je dis toujours qu'il faut toujours souligner les mots-clés au niveau du cas clinique. Si jamais vous aurez des QCM avec des cas cliniques, et même si vous aurez des QCM, des vrais QCM, des QCM, des ECN avec une seule phrase, il ne faut pas hésiter à souligner les mots-clés. Ça va vraiment vous rajouter beaucoup de choses au niveau du raisonnement et peut-être que vous allez, si vous ne soulignez pas les mots-clés, vous pouvez zapper pas mal d'informations et quand vous allez sortir de la salle de l'examen, vous allez constater que vous avez fait pas mal de bêtises et d'erreurs. Et les mots-clés, il faut les souligner au niveau de l'énoncé et on va voir aussi qu'il faut les souligner au niveau des propositions aussi. Pour ne pas risquer de zapper, par exemple, un petit mot au niveau de la proposition qui va changer tout au niveau de la réponse. Donc là, les mots-clés devant cet énoncé clinique. Donc monsieur, c'est le sexe masculin. Donc rapidement, il ne faut pas vraiment perdre beaucoup de temps pour faire ça, mais rapidement, il faut avoir le stylo avec vous et vous souligner. Comme ça, vous entraînez votre cerveau à être attentif au niveau des informations qui sont bien dans l'énoncé et dans les propositions. Donc tension élevée rapidement, plusieurs reprises à domicile. Donc là, c'est très important.
le mot plusieurs reprises. Le chiffre, il est à 154. La phrase aussi, 6 mesures sur 3 jours, ça c'est très important. Ensuite, les éléments négatifs, il n'y a pas d'antécédent, le tabagisme qui est arrêté depuis 2 ans, la glycémie normale et l'IMC. Donc si on résume, vous avez des éléments positifs qui sont le sexe masculin, l'âge, la tension, l'IMC, des éléments négatifs, c'est-à-dire que le patient il n'a pas d'antécédent cardiovasculaire, il a un tabagisme qui est arrêté et la glycémie qui est normale. Donc voilà, en gros, il ne faut pas perdre le temps à écrire tout ça dans le brillant, mais juste dans votre tête, il faut vraiment rapidement souligner ça en lisant en même temps l'énoncé et passer directement au niveau des propositions et souligner rapidement les propositions. Donc, ce qui est très important déjà dans la question, c'est le S entre parenthèses. Donc, quel élément de prise en charge? Et vous avez le S entre parenthèses, c'est-à-dire ça peut être un seul élément ou bien plusieurs éléments. Et ça, c'est très important. Si jamais vous n'avez pas le S, donc il faut s'attendre à cocher une seule proposition. Donc, il faut faire attention au niveau de l'énoncé de la question déjà. Ensuite, le mot initial, il est très important. Donc, on parle là de prise en charge initiale, on ne parle pas de prise en charge secondaire. Donc, c'est vraiment la prise en charge de première attention. Et ensuite, donc, je vous ai souligné quelques mots-clés. Donc, dès maintenant, immédiat, c'est très important le mot immédiat, le risque cardiovasculaire global pour le suivi, et le mot systématiquement et avant tout traitement. Donc voilà en gros ce qu'il faut souligner rapidement pour ne pas passer à côté, parce que si jamais vous ne faites pas attention au mot immédiat, la réponse, ça peut vraiment changer. Et vous pouvez cocher une proposition et vous sortez de la salle de l'examen, vous découvrirez par la suite le mot immédiat et ça va changer la réponse. Donc retenez qu'il faut souligner rapidement les mots-clés en lisant en même temps pour ne pas perdre du temps. Toujours au niveau de l'énoncé de la question, de l'énoncé clinique et des propositions. Donc la réponse c'est ACD. J'ai vu pas mal de bravo pour ceux qui ont très bien répondu. Donc mettre en place des mesures hygiéno-diététiques dès maintenant, et ça rejoint la prise en charge initiale d'ailleurs. Ensuite, évaluer le risque cardiovasculaire global et organiser une automesure tensionnelle pour le suivi. Donc le barème, là, et ça c'est très important, donc concentrez-vous avec nous parce que si vous découvrirez le barème, ça va être vraiment le même barème et le même esprit de notation pour tous les QCM par la suite, vous allez le comprendre. Donc là, par exemple, vous avez un total de 3,5 points. Donc, si vous mettez ACD, vous allez avoir 3,5. Comment ils vont vous noter? Donc, plus 1 point par réponse juste, c'est-à-dire vous mettez le A, vous avez 1 point, vous mettez le C, vous avez 1 point, et vous mettez le D, vous avez 1 point supplémentaire, et 0 point par mauvaise réponse. C'est-à-dire que si vous mettez le B ou le E, vous allez avoir 0. Et ensuite, le PMZ, c'est quoi? Donc, sur le A et sur le C, ils vont rajouter plus 0,25 pour chaque proposition mise, soit le A ou le C. Donc, en gros, si vous mettez ACD, vous allez avoir 1 point pour le A plus le 0,25, donc 1,25. Ensuite, 1 point pour le C plus le 0,25, pardon, donc 2,5. Et vous mettez le D, 1 point pour le D, donc vous aurez les 3,5 et ça va être le total de la réponse. Mais par exemple, si vous mettez le A, C, dans ce cas-là, vous allez avoir 1,25 et 1,25 et vous allez perdre le point là. Si vous mettez le D, vous allez avoir 1 sur 3,5 et ainsi de suite. Et si vous mettez A, B, C, D, dans ce cas-là, vous aurez 0 pour le QCM, malheureusement. Donc faites très attention sur la notation. Donc si vous n'êtes pas sûr d'une proposition, il ne faut pas la mettre. Mais comme je vous ai dit, il faut être sûr de la majorité des QCM le jour de l'examen. Parce que si
vous avez beaucoup de doutes sur pas mal de QCM ou bien sur plus que 50%, malheureusement, vous n'allez pas prendre beaucoup de risques. Donc, soit vous prenez pas de risques et vous allez perdre beaucoup de points, soit vous prenez des risques et vous risquez d'avoir beaucoup de zéros. Mais d'une façon générale, si vous avez un doute, il faut pas cocher la réponse, mais essayer d'avoir le moins de doutes possible. Donc, il faut bien réviser pour ne pas avoir beaucoup de doutes le jour de l'examen parce que ça va vraiment vous handicaper. Vous allez avoir beaucoup de doutes, vous n'allez pas prendre beaucoup de risques et vous allez perdre beaucoup de points. Et c'est ce qui va faire la différence entre les différents candidats. Parce que comme chaque année, ce sont des 0,0001 qui font la différence au niveau du classement. Alors, l'explication détaillée de la réponse, comme je vous ai dit, on va voir à chaque fois des explications qui sont à jour selon les dernières recommandations. Donc, selon la Haute Autorité de Santé en 2025, une HTA supérieure à 140-90 mm de mercure confirmée doit toujours conduire à une évaluation du risque, déjà cardiovasculaire, selon le score global. Vous pouvez consulter tout ça tranquillement chez vous par la suite. De toute façon, je vous mets à chaque fois les dernières recommandations au niveau de chaque QCM. La mise en place immédiate de mesures hygiéno-diététiques, c'est ce qui est très important. Un suivi par automesure tensionnelle, 3 mesures le matin, soir sur 3 jours. Et le traitement médicamenteux, il est introduit d'emblée dans 2 cas, si la pression elle est supérieure à 160-100 ou bien supérieure ou égale à 140-90 avec un risque cardiovasculaire élevé ou atteinte d'organes cibles, ou bien par la suite, après 3 mois de mesures hygiéno-diététiques, si l'HTA grade 1 elle est persistante, sans risque cardiovasculaire élevé. Donc voilà en gros l'explication de la réponse. Et les pièges à éviter sur ce QCM, donc c'est de traiter immédiatement sans confirmation par automesure. Et comme je vous ai dit, il faut se mettre à l'intérieur vraiment dans la tête des jurys. Pour eux, ce sont les pièges à éviter pour chaque médecin qui doit être bien formé, qui doit avoir les réflexes pour prendre en charge les patients. Donc, ne pas traiter immédiatement sans confirmation par automesure. Oublier le calcul du score avant toute prescription, ça c'est PMZ. Et ignorer le dépistage minimal. De toute façon, on n'avait pas ça dans la réponse, dans les propositions, mais il faut aussi, c'est un piège à éviter, c'est d'ignorer le dépistage minimal, créatine, calémie, etc., etc. Donc voilà les références officielles, vous pouvez juste les noter rapidement et les consulter par la suite. Et le niveau attendu du jury pour ce QCM, c'est vraiment de savoir évaluer le risque cardiovasculaire. Pour eux, c'est un réflexe fondamental au niveau des EVC. D'ailleurs, on a eu pas mal de questions sur les anciennes annales au niveau de la voie externe. La deuxième chose, c'est d'initier une prise en charge progressive. Donc ça, ce sont les 2 réflexes fondamentaux pour les EVC. Je vous remets, j'ai vu rapidement une petite question concernant les références, donc je vous remets, vous pouvez juste rapidement les noter. Donc, prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte en janvier 2025 et les guidelines de l'ESC 2024. Alors, on va avancer parce qu'on a pas mal de QCM. Je veux vraiment qu'on avance sur le QCM. Comme ça, vous profitez du maximum d'entraînement ce soir pour ceux qui sont avec nous et surtout essayez de tout noter avec nous. Donc, deuxième QCM, c'est le thème cardiologie et métabolisme. Et ça va être sur le cours d'hypertension artérielle résistante, selon les dernières recommandations, encore une fois, de la Haute Autorité de Santé en France en 2025. L'objectif pédagogique sur ce deuxième QCM, c'est de savoir reconnaître une hypertension résistante. Ça, c'est très important pour les EVC. Distinguer une pseudo-résistance aussi. Ça, c'est très important aussi. Et connaître les étapes de prise en charge thérapeutique selon les dernières recommandations, encore une fois, de la Haute Autorité de Santé en France en 2025. Donc voilà en gros les objectifs pédagogiques sur ce deuxième QCM. Donc l'énoncé. Son frère, Monsieur B, 65 ans,
suivi pour HTA depuis 8 ans, est traité par périnedopril, 10 mg, amlodipine, 10 mg, et hydrochlorothiazide, 25 mg. Donc voilà les traitements de son frère. Malgré une bonne observance déclarée, ces mesures à domicile restent à 158,96, une IMC à 30, tabagique actif, créatinine à 1,1. La question, quelle, toujours avec le S, conduite à tenir, proposez-vous? Donc les propositions A, vérifier la mesure, l'observance et les règles hygiéno-diététiques. B, ajouter un antagoniste de l'aldostérone spironolactone en cas de résistance authentifiée. C, remplacer l'IEC par un alpha bloquant. D, rechercher un syndrome d'apnée de sommeil. E, orienter vers un centre d'expertise en cas d'échec. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion, je vous laisse l'énoncer. Donc comme d'habitude, vous mettez un petit peu vos essais de réponse dans le chat. Alors je vois des ADE. Ok, parfait. Donc là, vous avez remarqué, je vois des AD aussi. On a ceux qui ont répondu AD. Ok, ABDE aussi. AD. Ok. Donc là, vous avez remarqué qu'on parle de son frère. Donc un conseil aussi au niveau, un petit réflexe au niveau des QCM le jour de l'examen, lorsqu'on va vous donner votre copie, toujours lire le QCM suivant. Parce que comme je vous ai dit, vous allez peut-être avoir une suite de QCM qui sont liés entre eux. Donc il faut lire bien tout l'énoncé. Si jamais vous trouvez un lien, comme le cas de ce QCM, donc au départ on a eu un énoncé sur un patient, ensuite on a trouvé son frère. Donc là, il y en a d'autres QCM, vous allez avoir peut-être une évolution du premier QCM carrément au niveau de la prise en charge, au niveau par exemple de nouveaux données cliniques, etc., etc. Donc là, si vous trouvez un lien entre deux QCM, il faut lire bien tout l'énoncé et les propositions. Et vous continuez à lire. Si vous trouvez un troisième lien avec le troisième QCM, je vous conseille de lire vraiment toute l'évolution des QCM liés. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de créer des suites de raisonnement logique et de trouver les bonnes réponses parfois. Donc, le fait de lire le deuxième QCM, ça va pas vraiment être handicapant au niveau du temps, il faut le faire rapidement. Donc, vraiment, et déjà, vous allez raisonner sur le deuxième QCM et le troisième QCM. Mais le plus important, c'est que ça va créer chez vous une petite suite de raisonnement logique et ça va vous permettre de trouver peut-être la bonne réponse sur le premier QCM si vous avez des doutes. Ou bien ça va, par exemple, vous rafraîchir la mémoire à partir des propositions du deuxième QCM ou du troisième, etc., etc. Par exemple, pour ce QCM-là, si on prend ce cas-là, malheureusement, ça ne rajoute pas grand-chose au niveau du premier QCM. Et heureusement, parce que nous, on n'a pas lu. Donc, on a zappé, on a lu uniquement le premier QCM et on a répondu. Mais, par exemple, là, sur le deuxième QCM, vous allez avoir vérifié la mesure, l'observance et les règles gynédiététiques. Ah, là, ça peut vous rafraîchir la mémoire sur l'importance des règles gynédiététiques et comme ça, vous pouvez décider, même si vous avez par exemple oublié cette prise en charge, vous pouvez décider de la mettre au niveau de la première proposition, au niveau du premier QCM. Donc vraiment, ça vous permettra, puisque les QCM ils sont liés. S'ils ne sont pas liés, ça ne sert à rien de lire le deuxième QCM. Il faut prendre un par un. Mais s'ils sont liés, s'il y a une suite logique entre les QCM, il ne faut pas hésiter à lire rapidement l'énoncé l'énoncé clinique de la question et des propositions pour vraiment créer une suite logique et pourquoi pas rafraîchir la mémoire ou trouver la réponse. Alors, donc, on souligne rapidement les mots-clés. Donc, Monsieur B, 65 ans, HTA depuis 8 ans, traité par le traitement, etc., malgré une bonne observance déclarée. Donc, ça, c'est très important. Le mot bonne observance déclarée. Les mesures à domicile, ça, c'est très important aussi. Et ensuite, les données de la tension, de la créate, le tabagisme qui est actif et l'IMC. Sur les propositions, comme je vous ai dit, le mot
le S entre parenthèses. Vérifier la mesure, l'observance, les règles hygiéno-diététiques en cas de résistance authentifiée. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas lire uniquement ajouter un antagoniste de l'aldostérone. Donc ils vous ont ajouté en cas de résistance authentifiée. Donc il faut faire attention. Remplacer l'IEC par un alpha bloquant, le syndrome d'apnée de sommeil et le centre d'expertise. Et là, vous avez un mot qui est en cas d'échec. Donc, si on a mis uniquement orienté vers un centre expertise, ça peut énormément changer au niveau de la réponse. Donc là, en cas d'échec, c'est autre chose. Donc, les réponses, ce sont A, B, D, E. Vérifier la mesure, l'observance et les règles hygiéno-diététiques. Ajouter un antagoniste de l'aldostérone en cas de résistance authentifiée. Rechercher un syndrome d'apnée de sommeil et orienter vers un centre d'expertise en cas d'échec. Voilà les bonnes réponses. Je vous mets rapidement le barème. Donc vous avez 4,5 points sur la totalité. Comme le premier QCM, plus 1 pour chaque bonne réponse. 0 si vous mettez par exemple la mauvaise réponse qui est la C, la proposition C. Et les PMZ, ce sont les propositions A et B, c'est-à-dire que vous aurez plus 0,25 sur le A si vous la mettez bien sûr, et plus 0,25 sur le B si vous la mettez. Donc si jamais vous mettez DE, vous allez avoir uniquement 2 points sur 4,5. Donc vous allez perdre vraiment 2 points et demi, c'est plus que la moitié de la note. Et ça, c'est énorme. Donc c'est comme ça que ça va être vraiment, ce que ça va faire le tri entre les candidats le jour de l'examen. Et si vous mettez CDE, vous allez avoir malheureusement 0. Donc l'explication détaillée, l'HTA résistante se définit par une pression artérielle supérieure à 140/90, supérieure ou égale à 3 antihypertenseurs à dose optimale dans un diurétique thiazidique. Avant d'affirmer la résistance, il faut vérifier les mesures AMT, HPPM, etc., contrôler l'observance, évaluer les causes de pseudo-résistance. Et s'il y a une résistance authentifiée, il faut mettre le spironolactone, sinon tolérer l'épéléronone. Ensuite, en cas d'échec persistant, avis spécialisé, centre HTA. Donc, les pièges à éviter pour ce QCM, c'est de qualifier de résistante une HTA sans vérifier l'observance ou l'automesure. Ça, c'est très important pour les jurys. Pour eux, un bon médecin, il doit connaître ce piège-là. Ensuite, le piège, c'est d'oublier le dépistage de syndrome d'apnée de sommeil, qui est très fréquent chez les patients, et de remplacer à tort l'IEC par un alpha bloquant, et ça, c'est inefficace et hors recommandation. Alors, je vous mets rapidement les références officielles de la Haute Autorité de Santé en France avec l'actualisation en mars 2025 et l'ESC 2024 et vous pouvez les consulter tranquillement pour avoir en détail les réponses. Donc pour le niveau attendu des jurys, il faut savoir les réflexes EVC fondamentaux, ce sont de savoir vérifier une pseudo-résistance et d'ajouter la spironolactone en 4e intention. Et un petit conseil, l'HTA, c'est un cours très important. Donc vraiment, il y a beaucoup de nouvelles recommandations en 2025. Donc pour ceux qui passent la voie interne ou même pour ceux qui vont passer la voie externe, il faut réviser ce cours en intégralité. Et surtout ceux qui vont passer la voie interne, il faut rentrer dans le détail des nouvelles recommandations. Malheureusement, il y aura sûrement des QCM et des questions, même pour la voie externe, comme je vous ai dit, sur les cas cliniques. Donc c'est un cours vraiment à réviser et vous allez avoir certainement des questions, que ce soit dans les QCM ou dans les cas cliniques pour la voie externe. Certainement, vous allez avoir des questions sur l'HTA avec les différents thèmes sur l'HTA, comme on a vu, l'HTA résistante, pseudo-résistante, etc., etc. Alors, comment vous savez qu'un PMZ vous personnellement? Alors, nous, on a pas mal d'expérience dans l'accompagnement des médecins et des EVC dans les différents concours, les ECN, les EVC depuis 2021. Et on est très proche des jurys du concours. On sait très bien comment ils corrigent depuis longtemps.
Donc on connaît très bien la notation des jurys et même pour cette année, donc on connaît très bien les PMZ et c'est le même principe des PMZ pour la voie externe. Donc quand je vous dis c'est que le PMZ par exemple c'est d'ajouter la spironolactone ou bien là par exemple sur ce QCM là, c'est-à-dire que certainement le A et le B ce sont des notions très importantes. Et vous aussi, si vous avez de l'expérience, si vous travaillez beaucoup les annales, vous rentrez, comme je vous ai dit, dans la tête des jurys, vous allez découvrir vous-même les PMZ. Après, nous, on a pas mal d'expérience aussi, on arrive à identifier les PMZ en détail, mais même vous, si vous identifiez vraiment l'esprit des jurys, vous allez vous-même sur un QCM par exemple, trouver le PMZ. Après, ne pas les trouver tous, mais vous pouvez trouver quelques-uns aussi. Alors, on avance avec le QCM 3. Le thème infectiologie et prévention. Donc, on a essayé de vous sélectionner beaucoup de thèmes ce soir. Donc, le cours diarrhée post-antibiotique. Et d'ailleurs, ce cas clinique, ce QCM, pardon, il est inspiré de sujets de médecine générale des EVC 2020. Et d'ailleurs, sur la diarrhée post-antibiotique, vous allez trouver pas mal de questions sur les anciennes annales, spécialement dans le VC 2020. Et donc, sûrement, vous allez avoir des QCM là-dessus au niveau du cours de diarrhée post-antibiotique. Alors, l'objectif pédagogique sur ce QCM-là, c'est de reconnaître une diarrhée à Clostridium difficile. Ça, c'est la première chose. Et de connaître le bilan de confirmation et la prise en charge initiale. Voilà les deux objectifs, en gros, pédagogiques sur ce QCM. Alors, dites-moi sur le chat pour s'assurer que vous êtes tous avec nous. Si ça vous plaît au niveau de l'enchaînement, vous dites oui. Si vous êtes toujours avec nous, vous êtes concentré, c'est très bien, top, oui, 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 parfait. Alors, parfait, très bien. Donc, on avance. QCM 3, donc l'énoncé clinique. Donc, que faire devant une patiente? Voilà la question. Que faire devant une patiente âgée avec diarrhée aqueuse après 10 jours de ciprofloxacine sans signe d'alerte? Donc ça, c'est la première information, il faut faire attention, sans signe d'alerte. Légère fièvre, et ils ne vous ont pas donné le chiffre malheureusement, leucocytose modérée. Alors, sûrement, vous allez avoir des énoncés, c'est fait exprès que je vous ai choisi des énoncés comme ça avec des énoncés qui manquent un petit peu. Il y a des informations qui manquent. Par exemple, là, vous avez la fièvre, mais elle n'est pas chiffrée. Vous avez une légère fièvre. C'est exprès et vous pouvez avoir certainement des QCM de ce genre le jour de l'examen. On a eu pas mal de cas cliniques sur les anciennes sessions et sûrement sur quelques QCM, vous pouvez avoir ce genre de questions. Parce que eux, ils ont toute une banque, ils vont sélectionner à la fin par tirage au sort les QCM, donc vous pouvez avoir ce genre de QCM. Donc il ne faut pas vraiment se stresser si vous trouvez des informations qui sont comme ça, qui manquent un petit peu. Il faut regarder bien, se concentrer sur l'énoncé clinique, comprendre l'esprit de QCM et répondre sans hésitation et ne pas se stresser sur le manque d'informations ou sur les questions qui sont mal posées ou les énoncés qui sont mal posés. Donc, vous pouvez avoir des cas cliniques ou des énoncés qui sont malheureusement mal posés. Alors, A. Stopper l'antibiotique en cours. B. Prescrire la métronidazole orale en première intention. C. Demander la recherche du toxine B du Clostridium difficile, PCR et immunoessai. D. Initiation de vancomycine orale, fidaxomycine si disponible. Et E. La dernière proposition, hydratation et surveillance sans antibiotiques initialement si peu sévère. Alors je vois pas mal de propositions de réponses. ACE, la D, on doit avoir la confirmation. ACE, ACDE, ACE, AB, ACE, ACE. Vous êtes tous d'accord pardon, sur l'ACE, un petit peu sur l'ACDE, le A, le AE. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez répondre le jour de l'examen et c'est comme ça que ça va ça va se faire le tri entre les candidats. Donc il faut faire attention, il faut être sûr des réponses. Donc là,
l'énoncé rapidement. On va souligner les mots-clés. Que faire devant une patiente âgée avec diarrhée aqueuse après 10 jours de ciprofloxacine? Donc, le mot sans signe d'alerte, c'est très important. La légère fièvre, c'est très important. Leucocytose modérée. Ensuite, l'antibiotique en cours, ça, c'est très important. En première intention, ça, c'est très important aussi comme information. Donc, c'est vraiment très important. Il faut souligner ça. La toxine B. L'initiation aussi, l'initiation c'est très important et sans antibiotiques initialement si peu sévère, c'est très important. Donc les réponses sont A, C, D, E. Normalement j'ai vu pas mal de bonnes réponses. Bravo pour ceux qui ont bien répondu. Donc A, C, D, E, la bonne réponse. Stopper l'antibiotique en cours. Demander la recherche du toxine B du Clostridium difficile et initiation de vancomycine et hydratation et surveillance sans antibiotiques initialement si peu sévère. Et croyez-moi, c'est une question très importante, que ce soit pour la voie interne ou la voie externe. Il faut faire attention, il faut bien réviser cette notion-là de diarrhée aqueuse après 10 jours de ciprofloxacine, etc. Donc le total, c'est 4,5 points, plus 1 pour chaque bonne réponse, 0 pour la mauvaise réponse pour la B par exemple là. Et les PMZ, ce sont le C et le D. Donc, la recherche du toxine B du Clostridium difficile, c'est un PMZ. Et le D, c'est l'initiation de vancomycine orale. Pourquoi ils ont sélectionné là le PMZ au niveau de la C et de la D? Parce que il y a des nouvelles recommandations là-dessus. Donc, l'explication détaillée. Rapidement, la diarrhée post-antibiotique, c'est une forte suspicion de Clostridium. On stoppe l'antibiotique incriminé, c'est possible. Confirmation biologique par recherche de toxines plus PCR. Traitement de première intention, c'est la vanco orale au fidaxomycine selon la disponibilité et l'hydratation et la surveillance si tableau peu sévère. Et les pièges à éviter, c'est de prescrire le metronidazole seul. C'était recommandé dans le passé, mais plus en 2025. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, je vois pas mal de commentaires là-dessus. Effectivement, ce sont les anciennes recommandations. Les dernières recommandations, il n'est plus recommandé et ne pas confirmé biologiquement. Donc, je vous laisse les dernières recommandations à consulter. Pour la prise en charge Clostridium difficile, c'est la mise à jour 2024-2025 et avec les recommandations internationales, vous pouvez les taper sur Internet, vous allez trouver tout au niveau des références officielles. Et faites attention, puisque cette question-là, il y avait un changement au niveau de la prise en charge et des dernières recommandations, sûrement et certainement. Si jamais vous aurez pas mal de questions. De toute façon, cette question-là, certainement, elle est dans la banque des jurys. Donc, avec les tirages au sort, elle peut être vraiment une des questions le jour de l'examen. Et ceux qui vont passer la voie externe, c'est pareil. Il faut bien réviser ce cours-là. Donc, cas infectieux classique tiré des annales, d'ailleurs, c'était la question des anciens annales. Donc, il faut apprendre par cœur pour la voie externe et interne, comme je vous ai dit. Et pour la voie externe, par exemple, quand tu mentionnes toxine plus PCR et vancomycine orale, tu marques que tu maîtrises les recommandations modernes et ça c'est très important et ça va vous rajouter beaucoup de points le jour de l'examen et ça va donner une bonne impression pour les jurys. Alors le thème 4, thème infectiologie, on essaie d'avancer parce qu'on a normalement pas mal de QCM ce soir pour vous donner le maximum de QCM. Si jamais vous avez des questions, parce que je vois des questions, vous pouvez nous les envoyer. On va probablement partager la séance sur YouTube. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et sous la vidéo, vous pouvez partager vos questions et on va essayer de vous répondre, ne vous inquiétez pas. Donc si jamais vous avez des doutes ou des questions, on essaye d'avancer ce soir en live. Et abonnez-vous surtout sur la chaîne YouTube, vous allez recevoir pas mal de questions, d'extraits de nos formations, etc., etc. Alors pour le programme des EVC, c'est sur notre site web. Normalement, l'équipe de Phouri Academy elle est avec nous, elle va vous partager ça, sinon vous pouvez les contacter directement. Alors, on avance un petit peu. Donc QCM 4, thème infectiologie et prévention.
Cours infection urinaire. Le cours, ça sera l'infection urinaire simple chez la femme non enceinte. Et l'objectif pédagogique, c'est de choisir l'antibiotique probabiliste selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé en France en 2025 et surtout d'adapter la durée. Juste pour l'équipe Houlaya Academy, vous pouvez juste partager le lien de la chaîne YouTube, comme ça ils peuvent directement aller sur la chaîne et par la suite, d'ici quelques jours, on va publier la séance sur YouTube ou des extraits. Mais de toute façon, vous pouvez mettre vos questions sous la vidéo et surtout restez avec nous jusqu'à la fin et prenez le maximum de notes. Prenez le maximum de notes, essayez de vous rafraîchir la mémoire et si jamais vous gardez des questions, vous pouvez nous les envoyer par la suite en commentaire sur YouTube. Donc l'énoncé clinique, quel est le traitement de première intention recommandé devant une cystite simple de la femme jeune? Alors ça, c'est vraiment du classique pour les EVC, la cystite simple de la femme jeune, c'est vraiment du classique. Donc là, amoxicilline pendant 7 jours, phosphomycine, trométamol dose unique, nitrofurantoine pendant 5 jours, vancomycine en intraveineux, métronidazole pendant 5 jours. Alors, pour ce QCM-là, juste une petite remarque, ça peut être sélectionné comme PMZ, tout le QCM, c'est-à-dire que si jamais, un petit conseil, il faut pas vraiment perdre des poids sur ce genre de QCM parce que ce sont des QCM entre guillemets, ce sont des sources de notes le jour de l'examen, donc il faut faire attention, il ne faut pas rater ces QCM. Ça, c'est la première chose pour votre note, pour la note par la suite. Et la deuxième chose, si jamais ils vont mettre des PMZ sur des QCM, sur la totalité du QCM, vous pouvez avoir des notes supplémentaires si vous ne ratez pas ce genre de QCM. Donc, un petit conseil, ce genre de QCM, il ne faut pas les rater. Il faut répondre rapidement avec la bonne réponse et passer au QCM suivant et être sûr surtout de la réponse au niveau du QCM. Alors je vois pas mal de bonnes réponses, bravo les docteurs. Donc la réponse B, effectivement. Donc là au niveau des mots-clés, quel est? Donc ça c'est très important. Pour ceux qui, par exemple, le jour de l'examen, parce que là vous êtes tranquille, vous n'avez pas le stress, etc. Vous pouvez très bien répondre. Mais si jamais le jour de l'examen, vous avez ce QCM entre les différents QCM de l'examen avec les conditions de l'examen, la contrainte du temps, le stress, etc., vous pouvez par exemple zapper pas mal de choses. Et le fait de faire attention déjà à l'énoncé dès le départ sur quel est le traitement de première intention, ça peut vous orienter rapidement vers la bonne réponse et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps le jour de l'examen et beaucoup de points pour ne pas zapper et pour ne pas rater les points de la question. Donc là, c'est une seule réponse qui est attendue. Et sur les propositions, donc vous avez les mots-clés pendant 7 jours, dose unique, pendant 5 jours, on y va pendant 5 jours. Donc la bonne réponse c'est la B, phosphomycine, trométamol en dose unique. Et vous avez un total de 2 points, plus 2 pour la bonne réponse, puisqu'il s'agit d'une seule réponse, et 0 pour la mauvaise réponse. Et ce sont, l'explication, c'est selon les dernières recommandations 2025, en cystite simple, phosphomycine, trométamol, dose unique est recommandée. Et si alternative, nitrofurantoine 5 jours ou pivmécylinam 3 jours. Les pièges à éviter, c'est la durée excessive et aussi, il faut faire attention, si jamais vous avez des questions là-dessus, c'est d'oublier l'antibiogramme en cas de récidive. Il faut toujours se rappeler de l'importance de l'antibiogramme en cas de récidive. Et les références officielles, ce sont la cystite aiguë simple de la femme en 2025 et les recommandations de SPILF en infectiologie urinaire. Donc, niveau attendu du jury, PMZ, réflexe fondamental EVC, cas infectieux, c'est un cas classique comme je vous ai dit. Il y avait pas mal de questions dans les annales, donc il faut apprendre par cœur. Pour ceux qui vont passer la voie externe, aussi c'est pareil, vous pouvez avoir pas mal de questions là-dessus et la voie interne sûrement, comme je vous ai dit, ce genre de QCM, il est sûrement dans la banque des questions. Donc peut-être que vous aurez ce genre de QCM le jour de l'examen. Il ne faut pas rater ce genre de QCM. Il faut avoir la note complète le jour de l'examen. QCM 5, donc on va avancer avec le thème de neurologie. Le thème de neurologie, il est très important avec pas mal de questions sur l'AVC, sur l'épilepsie.
Donc on va voir normalement quelques cours, quelques QCM pour le thème neurologie et je vous ai choisi un cours de l'accident, le cours accident vasculaire cérébral ischémique avec AIT AVC et c'est un cas inspiré aussi, c'est un QCM inspiré de l'EVCF 2022 de neurologie. Notre objectif pédagogique, c'est de reconnaître un AVC ischémique, déjà, d'identifier les urgences associées, de connaître les délais thérapeutiques, selon toujours les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France en 2025. Alors, on avance avec l'énoncé clinique. Donc, quelle est votre prise en charge devant un homme de 67 ans avec un antécédent d'HTA et de tabagisme qui présente depuis 1 heure une hémiparésie droite et une dysarthrie. Tension artérielle à 160/95, glycémie 1,15. Donc, première proposition, IRM cérébrale en urgence si disponible. Thrombolyse possible jusqu'à 4h30 après le début des symptômes. Ne pas corriger une pression artérielle modérée avant thrombolyse. Antiagrégant immédiat si thrombolyse non indiquée. Et aucune imagerie nécessaire si signe clinique typique. Je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir pour trouver la bonne réponse. Et la question, c'est quelle est votre prise en charge? ABCDE, ABCD, ABD, AB, BC, ABCD. Ok, donc pas mal de réponses ABCD, ABC. Donc rapidement, soulignez les mots-clés. Prise en charge, 67 ans, depuis 1 heure, ça c'est très important. Hémiparésie droite et dysarthrie, tension artérielle, les chiffres et le chiffre de glycémie. Et au niveau des propositions, donc IRM, le mot en urgence, si disponible. Vous voyez très bien le mot si disponible. Le mot si disponible, il fait énormément la différence au niveau de la réponse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit absolument cocher la réponse A. Parce que le mot si disponible, il est rajouté. Thrombolyse possible jusqu'à 4h30, ne pas corriger une pression artérielle, antiagrégant immédiat si thrombolyse non indiquée, ça aussi c'est très important, le mot si thrombolyse non indiquée, et aucune imagerie est nécessaire si signe clinique typique. Donc la bonne réponse c'est A, B, C, D. Bravo pour ceux qui ont très bien répondu à la question. Alors, j'ai vu une seule réponse. Non, c'est pas le cas, parce que là, la question, il faut faire attention effectivement, et c'était exprès de vous mettre ce QCM. Là, c'est quelle est votre prise en charge. Vous voyez très bien sur l'autre QCM, on va revenir rapidement. Donc là, c'est quel est le traitement. Vous avez beaucoup de traitements dans les propositions, et on vous demande quel est le traitement de première intention recommandé devant une cystite simple. Donc c'est clair que ça sera une seule réponse. Alors que là, c'est très général comme question. Quelle est votre prise en charge? La prise en charge, elle peut inclure beaucoup de choses à faire. Des règles hygiéno-diététiques, par exemple, comme on a vu pour le premier QCM, etc. Donc, vous pouvez mettre des médicaments, une surveillance. Donc, la prise en charge, c'est vraiment global. Ça inclut tout. Donc, c'est pas parce qu'ils ont mis quel est sans S, c'est que vous allez avoir une seule réponse à. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut bien lire l'énoncé pour comprendre est-ce qu'il s'agit vraiment d'une seule proposition à cocher ou pas. Parce que la prise en charge, tranquillement, vous pouvez cocher plusieurs propositions sans aucun problème. Donc le ABCD, l'explication, donc le barème 4,25 la totale, et pour la réponse B, vous avez 0,25. Donc thrombolyse possible jusqu'à 4h30 après le début des symptômes, ça c'est un PMZ. Selon les jurys, c'est très important. Il faut faire attention à cette notion-là. Et vous allez avoir un 0,25 supplémentaire si vous cochez la B. Donc par exemple là, si vous, entre un candidat qui coche A, B, C et un autre qui coche A, C, D, les deux candidats, ils ont coché tous les deux 3 propositions, mais le premier, il va avoir 3,25 et le deuxième, il va avoir 3 points. Donc, juste parce qu'il a bien coché la B,
qui est un PMZ. Donc il a eu un 0,25 supplémentaire et ça va faire la différence au niveau du classement. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vraiment s'entraîner sur les QCM et vraiment comprendre la notion des jurys au niveau des PMZ. Donc explication détaillée, IRM ou scanner cérébral en urgence, thrombolyse intraveineuse jusqu'à 4h30, ça c'est très important. C'est pour ça que c'est un PMZ. Ne pas faire baisser la pression si inférieure à 185-110 avant la thrombolyse. Et ça, c'est très important. C'est selon les dernières recommandations aussi. Sinon éligible, aspirine dans les 24 heures suivantes. Et donc là, l'IRM ou scanner. Donc si vous avez scanner, vous pouvez tout simplement mettre le scanner. Et là, ils ont mis IRM cérébral en urgence si disponible. Donc c'est aussi correct. Donc les pièges à éviter, c'est de donner un anti-agrégant avant l'imagerie, c'est de retarder l'IRM supérieur à 1 heure. C'est une perte de chance malheureusement pour le patient et c'est pour ça qu'un médecin bien formé qui a les réflexes, il doit pas passer à côté de ces notions-là. Le fait de retarder l'IRM supérieur à 1 heure, malheureusement pour le patient, c'est une perte de chance. Donc je vous laisse les références officielles selon la Haute Autorité de Santé, AVC ischémique, de l'adulte 2025 et les urgences neurovasculaires. Alors, si vous avez une proposition scanner, il faut la cocher, bien sûr, et c'est un scanner injecté, bien sûr. Alors, injecté ou non injecté, là, il faut pas, je peux pas vous répondre parce que ça va différer, ça diffère selon l'énoncé, etc. Parce que, effectivement, il faut faire la part des choses entre les AVC ischémiques, hémorragiques, etc. Mais si vous avez un scanner, c'est un scanner dans les propositions, il faut le cocher, mais pour l'injection, il faut le prendre au cas par cas. Alors, PMZ, donc urgence neuromajeure, c'est vraiment très important, c'est l'IRM en urgence, plus la thrombolyse inférieure à 4h30, c'est éligible. Et retenez l'IRM, effectivement, je vois un médecin qui a mis l'IRM, c'est l'examen de référence, effectivement. Retenez l'IRM parce que c'est l'IRM qui est l'examen de référence, mais si vous avez le scanner dans les propositions, c'est pas faux. Mais vraiment, l'urgence neuromajeure, surtout en France, les IRM ils sont disponibles, donc il n'y a pas de souci. Donc l'IRM, c'est vraiment en urgence, ça c'est le réflexe fondamental au niveau des EVC, avec la thrombolyse inférieure à 4h30 si éligible. Alors, on avance avec le thème neurologie et je vous ai choisi pour voir un petit peu d'autres cours, la crise épileptique unique et épilepsie. Et notre objectif, c'est de connaître la démarche devant une crise unique et les indications du traitement antiépileptique. Alors, juste une petite remarque concernant les crises épileptiques. Il n'y avait pas plusieurs questions au niveau des annales, des sessions précédentes au niveau des épilepsies, bien qu'on avait des questions, mais ce sont des questions isolées. C'est surtout le cours AVC qui est bien sollicité au niveau des questions, mais surtout avec les nouvelles recommandations, certainement, la crise épileptique, ça fait partie des QCM de la banque, donc vous pouvez avoir... surtout pour la voie interne. Comme je vous ai dit, ils vont balayer beaucoup de cours, donc vous risquez d'avoir des questions sur l'épilepsie, donc il faut bien réviser. Et même pour ceux qui vont passer la voie externe, vu qu'on avait pas mal de nouvelles recommandations pour l'épilepsie, donc il ne faut pas hésiter à bien réviser ce cours-là. Peut-être que vous aurez quelques cas cliniques ou bien des cas cliniques d'AVC et sur l'évolution, je parle de la voie externe, des cas cliniques d'AVC et ensuite au niveau de la suite de l'évolution du cas clinique, vous aurez des questions sur l'épilepsie, un patient qui présente des crises épileptiques secondaires à l'AVC ou des choses de ce genre. Donc il ne faut pas hésiter à réviser la crise épileptique et surtout la crise épileptique généralisée tonico-clonique chez le jeune. Donc ça, c'est très important de réviser ces notions-là. Ce sont des motifs de consultation de cabinet, de médecins généralistes en cabinet fréquentes en France. Et puisque c'est un motif fréquent, donc pour eux, pour les jurys, c'est une notion à connaître pour les EVC de médecine générale et même pour les EVC de médecine d'urgence d'ailleurs. Même je sais très bien qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font des gardes aux urgences. Certainement, vous avez vu minimum
une ou deux fois par semaine un jeune qui consulte pour des crises épileptiques aux urgences pour un premier épisode de crise tonico-clonique généralisée. Donc retenez et révisez bien ce cas clinique et ce cours-là. Donc 32 ans, première crise tonico-clonique généralisée de durée 1 minute avec un retour à la normale. Une des propositions suivantes est fausse. Laquelle? Donc là, ça change un petit peu au niveau de la question. Donc une des propositions suivantes est fausse. Laquelle? Un EEG dans les semaines suivantes est indiqué. Une mise en route immédiate d'un traitement antiépileptique. Il faut rechercher une étiologie toxique métabolique infectieuse. La conduite est interdite pour un minimum de 6 mois. Une IRM cérébrale dans les semaines suivantes est indiquée. Donc, ce QCM aussi, il ne faut pas le rater. Franchement, je vois pas mal bravo, je vois pas mal de bonnes réponses. Il ne faut pas le rater. Donc là, un petit conseil. Si jamais vous avez des énoncés de ce genre, là où vous avez une des propositions suivantes est fausse, mon conseil, c'est de rester vraiment systématique et de répondre comme si vous avez... Donc il faut déjà faire attention à l'énoncé, donc il faut déjà trouver cette notion-là et ne pas la zapper. Donc il faut... Parce que vous pouvez très bien lire rapidement le QCM et sortir de la salle de l'examen et en découvrant par la suite que vous n'avez pas fait attention à l'énoncé de la question. Parce que là, on vous demande la proposition qui est fausse et non pas les propositions qui sont correctes. Donc, si vous ne faites pas attention à l'énoncé, vous allez cocher les bonnes réponses et vous allez avoir malheureusement 0. Alors que ça vous facilite la tâche si vous faites attention à cette proposition, parce que là, une des propositions suivantes, elle est fausse, et donc on s'attend à une seule proposition, et ça facilite énormément la tâche, parce que là, il faut trouver une seule proposition qui est correcte. Donc là, je vous conseille, si jamais vous avez ce genre de questions, en vous disant qu'une des propositions ou que deux propositions qui sont fausses, il faut cocher les bonnes réponses tranquillement. Et ensuite, donc dans votre tête, il faut chercher les bonnes réponses et ensuite cocher les mauvaises réponses par élimination. Donc il ne faut pas suivre la thématique de la question parce que vous risquez avec le stress, avec beaucoup de QCM le jour de l'examen, etc., la contrainte du temps, vous risquez de rater la question ou de perdre beaucoup de temps en cherchant la fausse réponse. Donc il faut chercher les bonnes réponses comme si on ne vous a pas dit ça. Et à la suite, vous cherchez les 4 bonnes réponses et par élimination, vous cochez la mauvaise réponse. Il faut juste faire attention à la fin et cocher la mauvaise réponse. C'est tout. Donc voilà mon conseil si jamais vous avez, parce que vous pouvez avoir ce genre de piège le jour de l'examen. Donc mon conseil, c'est de chercher les bonnes réponses et ensuite faire l'inverse et cocher la mauvaise réponse. Donc là, les mots-clés au niveau des propositions, donc le mot indiqué, le mot immédiate, le mot étiologie, le mot interdite, minimum 6 mois, ça c'est très important parce que la conduite elle est interdite et on vous donne une petite précision sur le délai, donc minimum 6 mois. Et IRM cérébrale dans les semaines suivantes, elle est indiquée. Alors, la question, est-ce que vous savez sera combien de QCM? On a déjà répondu à cette question, on a dit que ça dépendra du type de QCM. Il faut juste, si jamais, il faut juste s'abonner à la chaîne YouTube et on va partager l'enregistrement et revenir juste au départ. Mais de toute façon, on a dit minimum 30 QCM, mais ça dépendra de la qualité du QCM. Si jamais vous avez des cas cliniques, certainement vous aurez moins de QCM. Alors, donc comme je vous ai dit, devant ce genre de questions, cherchez les propositions exactes et cochez celle qui reste, qui est fausse à la fin. Donc la mauvaise réponse, qu'on doit la cocher parce qu'on nous demande la proposition, la fausse proposition, c'est la mise en route immédiate d'un traitement anti-épileptique. Et ça, c'est faux. Donc, le total, c'est 2 points pour la bonne réponse et 0 si vous mettez n'importe quelle mauvaise réponse. Et franchement, il ne faut pas rater ce genre de QCM. Donc, selon la Haute Autorité de Santé en France, l'IRM et EEG, ils sont obligatoires pour l'étiologie et pronostic, et ça c'est très important. Le traitement antiépileptique,
Il est prescrit uniquement si supérieur ou égal à de crise ou lésions structurelles. Et la conduite, elle est interdite 6 mois minimum. Et ça, c'est très important. C'est une information vraiment à retenir par cœur. Et il faut faire attention, même pour ceux qui vont passer la voie externe, sur votre ordonnance de sortie, sur votre prise en charge, la réponse, si on vous demande la prise en charge, il ne faut pas oublier la conduite interdite 6 mois minimum. C'est vraiment très important et ça donne une très bonne impression ou l'inverse aussi, ça donne une mauvaise impression pour le correcteur si vous oubliez de mettre ça dans votre réponse. Donc les pièges à éviter, c'est introduire un traitement après une seule crise sans bilan et négliger l'information sur la conduite. Ça, comme je vous ai dit, c'est un piège à éviter. Donc les dernières recommandations, les références officielles de l'épilepsie de l'adulte en 2025 et recommandations EEG et IRM. Et les réflexes fondamentaux de l'EVC, donc comme je vous ai dit, prise en charge d'un premier épisode d'une crise épileptique tonico-clonique généralisée. Pour la médecine générale et la médecine d'urgence, c'est pareil. Donc, c'est vraiment à retenir par cœur. Et faites attention aussi au mot immédiat dans les QCM. Le mot immédiat, c'est vraiment une erreur classique d'élimination. Dans la plupart des cas, si jamais vous trouvez le mot immédiat, généralement, il faut éliminer dans la plupart des cas. Je vous dis, dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment applicable à tous les QCM. Mais il faut faire attention à ce genre de mots, surtout le mot immédiat et les mots qui sont similaires. C'est une erreur classique. Alors, je vous mets les références, donc épilepsie de l'adulte et les recommandations. Ensuite, le QCM numéro 7, sur le thème, on change un petit peu de thème, donc le thème pneumologie, et on va voir le cours pneumopathie aiguë communautaire, le PAC, la pneumopathie aiguë communautaire. C'est très classique aussi pour les EVC. Donc notre objectif, c'est de connaître les critères de gravité et la prise en charge ambulatoire de la pneumopathie aiguë communautaire. Donc l'énoncé clinique, un homme de 52 ans présente une fièvre, une toux productive, des râles crépitants, avec une saturation à 97%, une fréquence respiratoire à 18, vous suspectez une PAC, donc une pneumopathie aiguë communautaire. Vous pouvez avoir cette abréviation le jour de l'examen, c'est exprès je vous ai mis ça exprès. Vous pouvez avoir comme ça, donc vous suspectez une PAC ou la totalité de l'abréviation, une pneumopathie aiguë communautaire. Donc, quelles sont les propositions exactes? Le diagnostic clinique est confirmé par radiothorax. Le score de gravité CRB65 est utile pour évaluer l'hospitalisation. Vous prescrivez de l'Amox 1 g x 3 pendant 7 jours en première intention en absence de comorbidité. L'azithromycine est systématique et la réponse E, un contrôle radiologique est systématique à 3 semaines. Donc un petit peu, je vous laisse le temps de répondre, de réfléchir. C'est très bien de réfléchir et d'essayer, comme je vous ai dit, essayez d'être interactif. Ça va vous servir pour vous en souvenir le jour de l'examen. Donc ABC, ABCE, ABC, 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 ABCE, OK. Donc rapidement, l'homme, 52 ans, c'est un mot-clé. Fièvre, tout productif, râle crépitant avec la saturation, les données de la saturation, de la fréquence respiratoire, et le mot surtout, la pneumopathie aiguë communautaire. Et ensuite, sur les propositions, donc le mot radiothorax, le mot évaluer l'hospitalisation, parce qu'on vous dit le score de gravité est utile pour quelque chose, c'est très précis, c'est pour évaluer l'hospitalisation. Ensuite, on vous donne l'AMOX avec la dose, la posologie, avec la durée, avec la précision sur la première intention et surtout en absence de comorbidité aussi, on vous donne quelques précisions supplémentaires. L'azithromycine, le mot-clé c'est systématique et contrôle radiologique, le mot-clé c'est systématique à 3 semaines aussi. Donc A, B, C. Bravo pour ceux qui ont bien répondu. Vous êtes performants sur la pneumo. Bravo. On a beaucoup de
de médecins pneumologues avec nous. Donc bravo pour ceux qui ont très bien répondu. Donc le diagnostic clinique est confirmé par radiothorax, ça c'est vrai. Le score de gravité est utile pour évaluer l'hospitalisation aussi, c'est correct. Et vous prescrivez l'amoxicilline, c'est vraiment la bonne réponse, c'est le bon traitement. Donc c'est 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours en première intention et surtout en absence de comorbidité. Alors, total 3,25 points sur la totale, plus 1 sur chaque bonne réponse. Et la réponse C, c'est le traitement de référence, donc c'est un PMZ. Donc si jamais vous mettez AB, vous aurez 2 sur 3, 25. Alors que si vous mettez BC, vous aurez 2,25 sur 3, 25. Vous allez avoir un 0,25 supplémentaire. Alors, selon la Haute Autorité de Santé, le diagnostic clinique radioconfirmatif, j'ai vu quelques questions sur la dernière. Effectivement, ce n'est pas systématique. Il faut faire attention sur les mots-clés. Donc, le contrôle radiologique n'est pas systématique. Donc, diagnostic clinique radioconfirmative, le CRB65, effectivement, qui comporte la fréquence, la pression, la confusion et l'âge, c'est pour la gravité. Et ensuite, donc, la gravité, ça va vous permettre de décider l'hospitalisation ou pas. L'amoxicilline, effectivement, si pas de comorbidité, et là, on vous évite le doute, donc on vous donne ça dans la proposition, donc ils vous ont facilité la tâche. Donc, si absence de comorbidité, donc c'est très bien. On peut tranquillement mettre la réponse C. Et pas de contrôle radiosystématique. Si l'évolution elle est favorable, non, il n'y a pas de contrôle radiosystématique. Donc, les pièges à éviter, c'est l'azithromycine, il est inutile, sauf allergie. Et il ne faut pas oublier le CRB65, c'est très important. Vous pouvez avoir des questions là-dessus. Donc, oui, il est fait pour la médecine de ville, effectivement, mais vous êtes des médecins généralistes, donc il faut retenir ça, effectivement. Et là, on n'a pas de précision concernant la médecine d'urgence ou un patient qui vous consulte, etc. Donc, je vous laisse les références officielles de pneumopathie aiguë 2025. Vous pouvez tranquillement consulter ça. Et le réflexe fondamental des EVC, c'est l'amoxicilline plus CRB65. Ce sont deux réflexes EVC pour la médecine générale. Donc, il ne faut pas vraiment passer à côté de ça, il faut bien réviser ces notions. Le QCM 8, je pense que c'est le dernier, donc on va finir avec ce QCM. Le thème infectiologie et prévention, et je vous ai choisi le cours hépatite B, diagnostic et prévention. L'objectif, alors je vous remets juste la référence de Pâques avec plaisir. Hop, voilà. Donc l'objectif pédagogique, interpréter les sérologies de l'hépatite B, connaître les mesures préventives. Voilà les deux objectifs sur le cours hépatite B, diagnostic et prévention. Alors Jade, docteur Jade, vous n'avez pas eu le temps de noter. Alors rapidement, je vais vous remettre. Vous pouvez prendre des captures d'écran ou des photos, il n'y a pas de souci, hein. Donc si jamais vous n'arrivez pas à noter, mais je vous conseille de noter par contre, ça favorise les connexions neuronales au niveau du cerveau. Voilà, c'est bon. Ok. Donc énoncé clinique, une femme de 34 ans dépistée lors d'un bilan de pré-emploi, antigène HBS négatif, anti-HBS positif et anti-HBC négatif. Et la question, quelle est ou quelles sont les propositions exactes? Alors le A, il s'agit d'une immunité post-vaccinale. Le B, il s'agit d'une guérison ancienne. Le C, il s'agit d'une hépatite aiguë en cours. La D, c'est la vaccination, elle est non nécessaire si les anticorps protecteurs sont supérieurs à 10 unités internationales par litre. Et la dernière proposition, c'est une surveillance hépatique annuelle et recommandée. Je vous laisse le temps de répondre. Donc BDE, ABD, docteur Merzouki, post-vaccination. Donc c'est le A, AB, A, AB, BD, AB. Ok. Donc vous avez pas mal de réponses différentes.
Alors, c'est très important, le cours d'hépatite et la sérologie hépatique, surtout la sérologie hépatique B, c'est très important. Il ne faut pas passer à côté des questions là-dessus. C'est parmi les objectifs, entre guillemets, des ESC, c'est parmi les choses à connaître par cœur. Donc, une femme de 34 ans, donc 34 ans, c'est un mot-clé, antigène HPS négatif, anti-HPS positif et anti-HPC négatif. Donc, voilà le statut de la sérologie. Ensuite, il faut faire attention au niveau des mots-clés. Immunité post-vaccinale, c'est un mot-clé. Guérison ancienne, c'est un mot-clé. Hépatite aiguë en cours, c'est un mot-clé aussi. Non nécessaire si les anticorps protecteurs, et on vous donne même la dose, oui, supérieure à 10, et elle est recommandée, c'est un mot-clé. Donc là, la réponse, c'est A, D. Bravo pour ceux qui ont bien répondu. Il s'agit d'une immunité post-vaccinale. Et la vaccination, elle est non nécessaire si les anticorps, donc la vaccination, elle est non nécessaire si les anticorps protecteurs sont supérieurs ou égaux à 10 unités. Donc A, D. Alors, la totalité, c'est 2,25 plus 1 pour chaque bonne réponse. Et le PMZ, c'est le A. Il s'agit d'une immunité post-vaccinale. Alors, les dernières recommandations, l'antigène HPS négatif, ça c'est un profil vraiment à apprendre par cœur. C'est vraiment parmi les objectifs. Donc, le profil antigène HPS négatif, anti-HPS positif et anti-HPC négatif, c'est une immunité vaccinale, point barre. Il n'y a pas de suivi particulier et la vaccination, elle est inutile si les anticorps protecteurs ils sont supérieurs à 10 unités internationales par litre. Voilà, donc ça c'est le marqueur de l'infection. Les anti, c'est le marqueur du contact, soit post-vaccinal, soit avec le virus. Et ça c'est le marqueur vraiment de l'infection du virus. Donc s'il est positif, c'est pas une immunité vaccinale, c'est une infection active après, selon l'activité, bien sûr, il faut doser les anticorps. Donc les pièges à éviter, c'est de confondre l'immunité post-infectieuse anti-HPS positif et de surveiller inutilement les patients immunisés. Donc là, par exemple, il faut vraiment profiter parce ils se sont pas rentrés dans le détail d'anciennes vaccinations ou pas. Ils peuvent rentrer dans le détail, effectivement, mais là, c'est très basique. Donc il ne faut pas passer à côté de ce statut de sérologie qui est très basique. C'est une question vraiment, au niveau de la difficulté, c'est pas vraiment une question c'est pas facile, mais c'est pas trop difficile si on met une petite note pour la difficulté. Donc là, ils ne se sont pas rentrés dans le détail. Donc il faut être basique, il faut bien connaître ces bases-là. Et pour les références, c'est l'hépatite B, dépistage et prévention 2025 et guide pratique hépatite virale. Si vous voulez, puisque vous avez quelques questions dessus, je vais essayer de vous faire une petite vidéo si vous voulez sur YouTube. On a pas mal de vidéos dans notre préparation. Je vais essayer de vous mettre quelques extraits de notre préparation pour vraiment avoir des réflexes sur les statuts de sérologie, surtout pour l'hépatite B. Et je vous conseille de réviser ce cours par cœur. Vraiment, les statuts de vaccination, c'est très important. C'est un réflexe fondamental. Le profil sérologique d'hépatite B, c'est vraiment d'apprendre par cœur. Alors, voilà, prochaine séance, ça sera pour le vendredi prochain. Donc, je vous rappelle qu'on vient d'organiser, qu'on vient de programmer un programme complet pour la voie interne. Ça sera sous forme de 4 sessions comme aujourd'hui. Donc celle-là, c'est vraiment l'introduction. Vous aurez encore 4 sessions supplémentaires avec bien sûr celle d'aujourd'hui qui est la 5e, qui est la session introductive. Et on va faire encore plus de QCM pour les prochaines sessions. On va corriger pratiquement une banque de plus de 100 QCM bien choisis selon les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Et à la fin de ce programme, vous allez avoir un examen blanc aussi.
ce qui est très important pour simuler les conditions de l'examen. Donc, ceux qui sont inscrits avec nous à notre préparation complète, ne vous inquiétez pas, n'encombrez pas la messagerie de notre équipe demain pour poser la question sur l'accès à ce programme. Vous aurez l'accès à ce programme puisque vous avez déjà l'accès à la préparation complète. Donc ceux qui vont passer la voie interne et ceux qui vont passer la voie externe aussi, vous aurez l'accès à ce programme parce que j'estime que c'est très important aussi, même ceux qui vont passer la voie externe, ils vont profiter des QCM et ça c'est très important. Et on a reçu pas mal de questions aussi sur la voie externe. Ceux qui sont inscrits sur notre préparation complète, ils vont profiter d'une mise à jour aussi spéciale pour eux. Et vice-versa, ceux qui sont inscrits à la voie interne, ils peuvent aussi profiter de la voie externe. Donc vraiment, il n'y a pas de grande différence. C'est vraiment, comme je vous ai dit aujourd'hui, comme on a bien expliqué, c'est vraiment l'esprit qui va changer à la fin. Mais même si vous passez la voie interne, il ne faut pas passer à côté des annales, il faut bien les travailler. Aussi, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous inscrire uniquement à ce programme. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas inscrit à notre pack complet ou préparation complète, alors soit vous avez le choix de vous inscrire aujourd'hui à notre préparation complète et comme ça vous profitez de tout le programme avec le programme pour la voie interne, les mises à jour, etc., etc. Soit vous pouvez vous inscrire uniquement à ce programme. Donc, je rappelle qu'il s'agit de 4 sessions. Donc, ça sera une session par semaine. La prochaine séance, ça sera la première séance. Donc, celle-là, c'est vraiment une introduction. La première séance, ça sera vendredi prochain. Et on va enchaîner avec 4 séances. Donc, une séance chaque vendredi. Donc, je pense qu'on va enchaîner jusqu'à mi-novembre. De toute façon, votre examen, ça sera le 26 janvier. Donc, ne vous inquiétez pas, on a largement le temps. Et de toutes les façons, ce sont des programmes d'entraînement sur des QCM. Donc, c'est vraiment très bénéfique, même si on se rapproche de l'examen, il n'y a pas de souci, il ne faut pas se stresser. Donc, vous avez le choix de vous inscrire uniquement à ce programme pour ceux qui ne sont pas inscrits à notre préparation complète. Et pour s'inscrire, il faut juste nous contacter par WhatsApp. Je pense que l'équipe de Prori Academy, elle peut vous partager aussi le lien d'inscription. Oui, le 27, pardon, le 27 janvier, effectivement. On a pas mal de cycles cette année avec nous, donc c'est pour ça, je pense que le 26, c'est l'odontologie plutôt, si je ne fais pas d'erreur. Donc, l'équipe de Prori Academy, elle peut vous partager le lien d'inscription qui va vous orienter uniquement à ce programme. Comme ça, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Mais quand vous allez vous inscrire, vous allez pas trouver de séance puisque la prochaine séance, ça sera le vendredi. Mais ce qui est bien, c'est que d'ici quelques jours, vous allez avoir aussi l'enregistrement sur votre espace de formation. Donc voilà, bravo. Donc je vous laisse juste le QR code. Vous pouvez prendre une petite capture d'écran pour le QR code. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez n'importe quelle interrogation, vous pouvez contacter l'équipe de Prori Academy. On prendra un grand plaisir à vous informer. On est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais parfois, on reçoit pas mal de questions aussi, pas mal d'appels. Donc, veuillez nous excuser si on vous répond avec un petit peu en retard. Bravo les prochains lauréats 2025. Bravo à tous pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin. Toute ma gratitude aussi à l'équipe de Prori Academy. Vraiment, cette session et ce programme, il est là. C'est grâce à leur dévouement. C'est grâce au travail de toute une équipe qui est derrière tout ce travail sur YouTube, sur les réseaux, sur ceux qui vous reçoivent au niveau des appels. On fait vraiment un grand travail. Abonnez-vous et partagez votre gratitude aussi. Essayez de partager ça sur les réseaux. On est très reconnaissant et on prend toujours du plaisir à vous retrouver. Et croyez-moi, depuis 2021, depuis qu'on accompagne les médecins, c'est vraiment, on a fait beaucoup de relations humaines avec des médecins de plus de 10 pays dans le monde, parfois des pays de l'Amérique, parfois de pays de l'Asie, etc. Donc je vous remets le QR code pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre une petite photo. Mais de toute façon, l'équipe de Prori Academy dans le chat, elle est en train de partager aussi toutes les informations avec le lien d'inscription, avec le numéro WhatsApp. Vous pouvez les contacter par WhatsApp, vous pouvez les appeler aussi, il n'y a pas de souci.
Et ne restez, mon conseil à la fin, ne restez jamais seul. Et surtout, c'est le moment de se détacher des personnes négatives qui vous démotivent et qui freinent vraiment votre élan. Certainement, cette année, vous savez tous, il y a une réforme. Il y en a ceux qui font le calcul des postes pour la voie externe, pour la voie interne, etc., etc. Mon conseil, c'est vraiment le moment de se détacher des personnes négatives. Vous trouverez pas mal de choses qui circulent sur le réseau. On le connaît depuis longtemps, depuis qu'on accompagne les médecins. On a eu aussi cette expérience et c'est ce qui est différent chez Puri Academy. On connaît très bien le concours des EVC, on l'a déjà passé il y a longtemps. Nos formateurs, ils sont des majeurs de promo, ils se sont mis à votre place il y a plusieurs années, donc ils connaissent très bien le stress, le souci, la préparation, la révision, comment ça se passe. Et ça, c'est un grand plus pour votre accompagnement. Et mon conseil, c'est il reste pas beaucoup de temps avant l'examen, il faut se détacher des personnes négatives. Sur les réseaux, si jamais vous trouvez une information qui vous motive, ok, c'est très bien, sinon, vraiment, il faut zapper. C'est pas le moment, c'est vraiment le moment de se concentrer uniquement sur votre révision. Et croyez-moi, c'est grâce à ça que vous serez le prochain lauréat des EVC 2025, que vous soyez dans la voie externe ou dans la voie interne. Alors, est-ce que c'est trop tard pour bien réviser? Non, pas du tout. Ça dépendra de votre avancement au niveau de la révision, mais il reste beaucoup de temps. L'examen, c'est vraiment fin janvier, donc il reste beaucoup de temps, mais à condition de bien appliquer, de se concentrer uniquement sur votre révision, d'avancer rapidement, d'augmenter le temps de révision consacré à la révision par jour, etc., etc. Nous, on fait toujours de notre mieux pour vous donner vraiment tout, comme chaque année. Surtout ceux qui sont inscrits avec nous, on va pousser jusqu'au bout, comme l'année dernière. Et c'était grâce à nos mises à jour qu'on a le taux de réussite le plus élevé en France. Et on est très fiers de ça. Il y avait même un article qui a été publié sur Le Figaro qui parle de nos taux de réussite. Et on est très fiers de cette réussite. C'est pas uniquement notre réussite, c'est vraiment votre réussite et c'est la réussite de nos candidats qui appliquent le jour de l'examen. Donc à vous de jouer maintenant, à vous de réviser, à vous de réussir et pourquoi pas, vous serez les prochains lauréats et vous serez vraiment un témoignage de vous-même déjà et de la qualité de votre révision. Je finis par vous dire, croyez en votre réussite, elle commencera vraiment à croire en vous. Ça, c'est le plus important. J'espère qu'on a vraiment vous donné beaucoup de choses ce soir. J'espère que la séance, elle était utile pour vous, pour ceux qui vont passer la voie interne. On va essayer de continuer à vous donner même du contenu gratuit sur les réseaux aussi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à nos réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook, etc. Et félicitations, et si vous avez le courage, félicitations à ceux qui s'inscrivent à nos formations pour être très bien accompagnés, que ce soit dans les préparations complètes ou bien dans le programme, pourquoi pas, de la voie interne. Donc rendez-vous vendredi prochain. Je vous dis excellente soirée à tous. On a passé pratiquement 2 heures moins 10 minutes. Je vous félicite pour ce temps, pour cet investissement de temps et d'énergie. Et je vous dis à très bientôt.